Un podcast ici. Quand je leur dis, là, il y a un produit qui permet de retrouver des traces de sang dans les endroits qui ont été nettoyés, là, ça explose. Il y a toute une série de traces de sang qui me permet de dire que là, il y a une percussion. On n'a pas heurté le mur, on a frappé quelqu'un qui était à faible hauteur face à ce mur et donc en bas de l'escalier qui mène à l'étage de vie. C'était évident qu'il y avait le nettoyage. En tout cas, la trace luminescente ne s'arrêtait pas là où, au petit salon. Le vendredi 11 avril 2003, dans la soirée, un couple et leurs 3 enfants disparaissent au Grand Bornand, en Haute-Savoie, juste avant les vacances scolaires. Ils se sont comme volatilisés dans la nature, sans laisser de traces. Leur chalet familial, de plus de 300 mètres carrés, est resté indemne, bien rangé. Seul le 4x4 familial rouge a disparu. Dans le village, on pense qu'ils ont pris la fuite. Le père, Xavier Flactif, est décrit par le voisinage comme un entrepreneur immobilier véreux qui doit beaucoup d'argent à ses sous-traitants. Les experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN, sont alors mobilisés pour passer le chalet au peigne fin. Il faut plusieurs semaines aux gendarmes pour le faire parler et découvrir le drame qui s'y est joué. Les Flactifs n'ont pas pris la fuite, ils ont été assassinés dans leur chalet. Je suis Léopold Picot, journaliste à Ici Pays de Savoie. J'avais 6 ans lors de la tuerie du Grand Bornand. Je ne suis pas un grand passionné de faits divers, mais cette affaire m'a intrigué. Plus précisément, l'analyse scientifique menée dans le chalet par les gendarmes de l'IRCGN. Parmi ces experts, il y a Philippe Esperanza. C'est un spécialiste en morpho-analyse des traces de sang, une discipline importée des États-Unis à la fin des années 90. Pour lui, c'est l'affaire de tous les superlatifs. La quantité de sang retrouvé, la violence des coups, la disparition des corps, le nombre de prélèvements réalisés, le temps passé sur le terrain. Il a suivi du début à la fin et plus de 20 ans après, il s'en souvient avec une précision millimétrique. Avec ses lunettes rectangulaires, son regard qui vous analyse de haut en bas et une barbe taillée de près, Philippe Esperanza a joué un rôle majeur dans l'expertise du chalet des Flactifs. Et c'est lui qui, grâce à une discipline encore naissante en France, a révélé les supplices vécus par le couple et leurs 3 enfants. Il se confie sur son travail et sur ce qu'il a vécu pendant cette affaire hors norme. Crimes et témoignages. Des histoires vraies de faits divers. Tuerie du Grand Bornand, les experts qui ont fait parler le chalet. Épisode 1, un chalet trop bien rangé. Le vendredi 18 avril 2003, Philippe Esperanza se rend à son bureau de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN, à Pontoise, près de Paris. L'expert scientifique de 35 ans est alors à bout. Il n'en peut plus. Il travaille depuis 4 ans, comme un acharné, sur des centaines de scènes de crimes partout en France. Il a rendez-vous dans le bureau de son directeur, le colonel Hébrard, pour lui demander de suspendre un temps ses missions extérieures pour finir tous ses rapports. Suite à cet entretien qui va me soulager, qui va me permettre de me concentrer sur mon travail, je remonte. Grand amateur de café, je propose aux collègues d'aller boire un café. Et quand je me retourne, j'ai le colonel Hébrard qui est derrière moi. Et qui me dit, je me rappellerai toujours, qui me dit vous vous rendez compte, vous pouvez même pas croire dans la parole d'un officier, car là, il faut que vous y alliez. Et il faut que j'aille où ? Au Grand Bornand. J'arrive dans le train, j'ai le souvenir d'une tension, je suis hyper tendu. En moins d'1 heure, je me suis mis en civil, j'ai préparé mon matériel, j'ai pris mes billets, je me suis rendu à la gare, je rentre dans mon train et tout le monde est paisible dans le train. Ça m'a marqué. Tout le monde est paisible, moi je suis une pile. Donc là, je redescends et j'ai le trajet pour me calmer, me préparer, rentrer dans la mission qui allait être la mienne, avec un contexte médiatique qui est énorme, parce que toute la France est à l'écoute de cette affaire. Parce que des enquêteurs ont demandé à ce que j'intervienne. Une équipe de l'IRC est déjà sur place et demande à ce que j'intervienne. Il y a quand même 5 personnes qui ont disparu. Je me charge d'une pression qui est peut-être pas utile, mais en tout cas, je suis comme ça. Voilà, j'ai toute cette pression-là, mais qui me nourrit plus qui me galvanise plus qu'elle me stoppe. Les Flactifs ont disparu depuis 7 jours. Si Philippe Esperanza a été choisi pour partir sur une telle affaire, c'est qu'il a toute la confiance de l'IRCGN. Ce passionné d'insectes qui travaillait au Muséum d'histoire naturelle à Paris a été recruté 10 ans plus tôt pour mettre sur pied un service spécialisé dans l'analyse des mouches et des larves sur un corps pour dater la mort d'un cadavre. Mission accomplie avec brio, l'IRCGN lui confie alors un autre pôle.
Philippe Esperanza doit aider à développer en France une discipline venue tout droit des États-Unis. Alors je vous avertis, ici on va parler très concrètement de scènes de crime, et surtout de la manière dont on s'y prend pour reconstituer les faits à partir d'éléments retrouvés sur place. Ce que je trouve fascinant, c'est la façon dont les sciences parviennent à mettre en lumière des informations capitales. La morpho-analyse de traces de sang est une discipline de criminalistique qui est là pour répondre à la question « Pourquoi j'ai des traces de sang ?» Quel est le mécanisme, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que j'ai des traces de sang qui souillent le sol, souillent le mur, souillent le plafond. À partir de la morpho-analyse de traces de sang et des critères morphologiques que présentent les traces de sang, on peut déterminer si on est face à un emploi piquant, un couteau qui pénètre le corps par rapport à un couteau qui vient faire une coupure, qui vient juste trancher. Alors par contre, il va être difficile pour nous de faire la différence entre coup de poing, coup de pied et l'usage d'un outil, mais ce sera ce qu'on appelle une percussion. Mais pour analyser les taches de sang, il faut d'abord pouvoir les observer. Il existe déjà des produits pour révéler celles qui ont été effacées, comme par exemple le leucocristal violet ou encore le LMV qui se colore au contact du sang, mais il faut associer plusieurs réactifs, ce qui est peu pratique pour intervenir sur une scène de crime. Et puis, ils abîment l'ADN présent dans les traces de sang. Pour développer la morpho-analyse en France, Philippe Esperanza teste une nouvelle solution, inspirée d'un produit déjà utilisé pour chasser le gibier blessé, un produit qui illumine le sang en bleu et qui a l'avantage de ne pas dégrader l'ADN. Donc je vais essayer de développer un mélange à base de luminol qui, lui, ne dégrade pas. Je fais mes petits mélanges, ça semble réagir. L'avantage d'être à l'IRC, c'est que j'ai un service de biologie qui fait la génétique, donc je peux aller tester là-bas. Et j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui marche. Et là, on part ensemble et le produit qui est en train d'être mis au point et que je proposais va devenir le Blue Star. La morpho-analyse de traces de sang, quand je la propose, on dit oui, bon, le crime de sang, on en a déjà résolu, quoi. Qu'est-ce qu'il va nous apporter de plus? Plutôt du retard, parce qu'il va falloir qu'ils viennent, donc on va retarder. Mais quand je leur dis, là, il y a un produit qui permet de retrouver des traces de sang dans les endroits qui ont été nettoyés, là, ça explose. Le vendredi 18 avril 2003, Philippe Esperanza est un expert reconnu à l'IRCGN. L'envoyé sur l'affaire Flactif est donc évident pour sa hiérarchie, car très vite, l'affaire se complexifie. Une semaine plus tôt, le samedi 12 avril, Mario Leblanc, 14 ans, arrive au Grand Bornand pour passer les vacances chez sa mère. Ses parents sont séparés. Sa mère, Graziella Ortolano, habite dans un chalet depuis 4 ans avec son compagnon Xavier Flactif et leurs 3 enfants, Sarah, Laetitia et Grégory, âgés de 10, 9 et 7 ans. En arrivant au chalet, Mario est surpris de trouver porte close. Il essaye d'appeler sa mère, pas de réponse. L'adolescent se rend alors chez un couple d'amis qui alerte la police. Donc, en l'espèce, il y a une famille qui a disparu. Le général François Daoust est alors directeur adjoint de l'IRCGN. Il supervise les opérations menées sur l'affaire Flactif. Il n'intervient pas au Grand Bornand dans le chalet, mais il est au contact des enquêteurs et des magistrats. Il suit de près les avancées de l'enquête, les expertises menées par son équipe et les résultats des prélèvements. Entre le moment, le 12 avril, où c'est le fils d'un premier lit de Madame Flactif qui arrive et ne trouve personne au chalet alors que tout était prévu pour son arrivée, pour les fêtes de Pâques, etc. Et le moment où l'IRCGN est déclenché, il va se passer quand même une dizaine de jours parce qu'il a fallu que les gendarmes prennent la mesure que c'était une disparition inquiétante et non pas, parce que quand 2 adultes, 3 enfants disparaissent, ça doit laisser un certain témoignage, sauf s'ils veulent partir tranquillement, auquel cas, il n'y a rien du tout. 2 perquisitions sont d'abord réalisées par les gendarmes le lundi et le mercredi qui suivent la disparition. Ils sont accompagnés par Mario, le fils, qui connaît bien les lieux. Très vite, plusieurs éléments intriguent les militaires. Dans la cuisine, des légumes dans plusieurs casseroles sont restés là, comme si la famille s'apprêtait à manger. Le salon est rangé. Trop rangé. 3 jeunes enfants entre 11 ans et 6 ans, 2 filles, un garçon, même si le chalet est grand, ça s'étale un petit peu partout. Donc il dit non, il y a quelque chose de bizarre, tout était rangé.
Alors ça pouvait être tout rangé avant un départ volontaire par exemple. Mais ça titille. Les gendarmes de la brigade qui sont passés, qui sont rentrés, qui ont tourné une fois et qui avaient vu comme le fils 2 ordinateurs qui étaient encore branchés, donc qui étaient en veille mais donc qui n'étaient pas fermés. Quand ils reviennent une deuxième fois faire le tour du chalet, les ordinateurs ont disparu. Et il y a des détails, il leur semble voir quelques petits éléments qui ne sont pas normaux. Il leur semble voir une gouttelette ou deux de sang, ce qu'ils interprètent comme cela, sans en être sûr bien sûr, parce que derrière il faut faire beaucoup de choses. Et en faisant le compte-rendu à la fois au directeur d'enquête, mais surtout au parquet, le parquet, là, c'est là où il dit, bon, il faut mettre les techniciens d'investigation criminelle sur le dossier et commencer à les faire travailler sur place. Quand ils viennent, ils commencent à s'installer et puis voient aussi ces mêmes éléments. Et le chalet, c'est 4 niveaux, c'est plus de 300 mètres carrés. Là, ils disent il va falloir qu'on nous aide parce qu'il y a peut-être des traces, mais ça demande vraiment un travail important. Et l'OPJ, le directeur d'enquête, sollicite l'IRCGN, le laboratoire de la gendarmerie, pour que plusieurs spécialistes puissent venir, que ce soit un spécialiste des traces de sang, que ce soit un spécialiste de l'ADN, un balisticien, mais qui fait aussi les traces d'outils et d'autres traces. On avait, de mémoire, il me semble qu'on avait un anthropologue et un autre spécialiste en empreinte digitale. Pour la première fois de son histoire, l'IRCGN nomme carrément un coordinateur pour encadrer et prioriser le travail des experts. En fait, ils sont encore traumatisés par le désastre de l'affaire du petit Grégory, qui a eu lieu 20 ans plus tôt. Plusieurs indices avaient alors été effacés lors des prélèvements, ce qui avait nui au travail de l'enquête. Ce ne sera pas le cas dans le chalet des Flactifs. Les enquêteurs vont travailler méthodiquement, main dans la main, avec les experts, les uns après les autres, pour ne pas faire disparaître des traces éventuelles. Le vendredi 18 avril 2003, en début d'après-midi, quelques heures après son déclenchement par sa hiérarchie, Philippe Esperanza arrive donc au Grand Bornand, devant le chalet. Donc je suis étonné par la taille. Il est grand, il est d'autant plus grand qu'il est surélevé par rapport à moi. Donc il est majestueux, il est là. J'avoue que oui, je vois des chalets, je vois pas de neige, je vois du monde, mais je suis déjà dans mon taf. Je suis déjà, qu'est-ce que je dois faire ? Et là, il va falloir que je sache le faire assez rapidement dans une équipe qui est déjà installée. Parce qu'elle est arrivée la veille, l'équipe. Et donc on vient me chercher, je monte, et là j'arrive, et là on prévient à l'intérieur que Esperanza est là. On m'appelait SP, que SP est là. J'ai Desbrosses, que je pense être le chef d'équipe de l'IRCG, qui sort et qui me dit voilà, alors le chalet est énorme, il est énorme, et nous n'avons traité que le petit salon. Donc du coup, mon action va se limiter au petit salon. Pour Desbrosses, c'est l'incompréhension. Pourquoi ne peut-il pas aller plus loin dans ce chalet immense ? Malgré son insistance, Philippe Esperanza ne lâche rien. Si notre expert se montre si déterminé, c'est parce que lorsqu'il pulvérise du Blue Star dans une pièce pour détecter d'éventuelles traces de sang, le produit peut effacer ou déplacer un élément qui pourrait être utile, comme une empreinte digitale ou encore une fibre. Philippe Esperanza veut donc s'assurer que chaque pièce ait bien été traitée et expertisée par ses collègues avant d'intervenir. Parce qu'en plus, la problématique du Blue Star, les produits à base de luminol, c'est qu'il faut la pénombre, donc eux, ils ne peuvent plus travailler. Donc ils me laissent ce petit salon. Et c'est là où, en fin de compte, je m'habille et je vais rentrer dans les lieux. On a cette tenue blanche, on va mettre des gants, on va aussi mettre des surchaussures, on va aussi mettre bien sûr un masque, on va aussi mettre une charlotte. En tout cas, tout est fait pour couvrir la totalité de son corps, pour rien laisser de son corps dans les lieux. On s'habille à l'extérieur et moi, ma manie, c'est lorsque je ne mets mes surchaussures que lorsque je rentre. Je ne veux pas amener sous ma chaussure l'élément extérieur. Donc mes 2 pieds sont à l'extérieur, je lève un pied, je mets ma surchaussure, je mets mon pied à l'intérieur, je lève l'autre pied, je mets ma surchaussure et je rentre. Et là, je regarde. Et le petit salon, c'est ridicule. C'est même pas un tiers de l'espace. Et c'est quand même une pièce. Je dis, mais c'est énorme. L'espace est monstrueux. Je rentre. Sur ma gauche, j'ai une table, une grande table qui délimite l'espace cuisine.
Et effectivement, j'ai du mobilier devant moi, du mobilier plutôt sur ma gauche, du mobilier de salon. J'ai une table basse, des fauteuils un peu recouverts de tapisserie avec plein de clous. Le chalet est luxueux. Xavier Flactif, originaire des Antilles, a fait fortune dans l'immobilier. De l'argent, une disparition étrange, des activités immobilières risquées, tout est réuni pour que les médias s'emballent, se souvient le général François Daoust. Donc, il y a un mystère immédiat qui est jeté sur cette information. Une famille, les parents et 3 enfants disparaissent. Et dans les premiers éléments qui vont sortir quelques jours après, on voit, il y a un travail journalistique qui est fait, il n'y a rien à dire là-dessus, mais qui ouvre encore plus la porte à tous les fantasmes. Ces hypothèses, elles sont travaillées par les enquêteurs, on le sait, nous, on est sur place. Et à partir de ce moment-là, on voit que le battage médiatique part sur, mais finalement, c'était un entrepreneur qui avait déjà été en liquidation judiciaire, qui était parti du nord de la France pour s'installer en bas, que c'était son épouse qui avait encore 2 sociétés à son nom dans le nord, qui travaillait pour à la fois mettre en location des appartements, des chalets ou autres, et aussi sur des programmes immobiliers. Donc, ça part en fantasme sur, finalement, c'était pas clair, il a peut-être même eu des clients qui l'ont menacé, ou ce sont les clients qui l'ont fait disparaître, ou c'est lui qui s'est organisé qu'on fait faillite, etc., etc. Mais très rapidement, la piste d'une fuite est écartée par les enquêteurs. On n'était pas sur ce portage parce que les premiers éléments que l'on trouve dans le chalet, il s'est passé quelque chose de très violent. Dans le même temps, les expertises menées dans le chalet portent leurs fruits. Philippe Esperanza se concentre comme prévu sur le petit salon, la seule pièce où il peut intervenir pour le moment sans risquer d'effacer des indices. Il commence à épandre partout le Blue Star, son produit qui réagit au fer du sang en l'illuminant en bleu. Déjà, effectivement, il y avait des traces visuelles dans les interstices de lames de parquet. Vous avez des traces rougeâtres et assez larges et qui présentent à l'intérieur des stries, comme lorsque vous pouvez passer un coup d'éponge sur un meuble et que vous voyez toutes ces stries et la largeur de votre éponge. C'était évident qu'il y avait le nettoyage. On voyait bien que le nettoyage aussi, en tout cas la trace luminescente ne s'arrêtait pas là où, au petit salon. Et là, tout le monde est avide. En tout cas, l'IRC, avant tout, est très avide qu'on fasse la suite. Qu'on dise, attends, si ça réagit là, il faut continuer. Ah non, je ne peux pas. Non, il ne faut pas continuer. Si je fais, je vais dégrader la scène. Donc non. Certains gendarmes présents sur place insistent, mais Esperanza ne cède pas. De nouveau, il se répète. Répandre du Blue Star dans tout le chalet, ce serait prendre le risque d'effacer les autres indices. Les autres experts doivent d'abord boucler leurs analyses dans chaque pièce de cet immense chalet avant qu'ils interviennent en dernier lieu. Heureusement, il trouve un allié inattendu en la personne d'un technicien de la gendarmerie de Savoie, Philippe Cara-Agop. Lui comprend et défend sa position face à ses collègues. Si Esperanza ne peut pas continuer sa mission au Grand Bornand, il est donc inutile qu'il reste ici plus longtemps. Philippe Cara-Agop l'escorte jusqu'à une voiture stationnée devant le chalet. Je repars vers Annecy pour aller prendre le train. J'ai vraiment l'impression de fuir les lieux. Et puis il me dit de toute façon, en partant, il me dit de toute façon tu vas revenir. De toute façon tu vas revenir. Cette prophétie se réalise à peine 2 semaines plus tard. Philippe Esperanza est de retour en Haute-Savoie. Le Grand Bornand est en ébullition. Toutes les grandes chaînes de médias français continuent d'observer les va-et-vient des gendarmes. Maintenant que tous les autres indices ont été prélevés, le chalet va être complètement passé au Blue Star. Là, je vois la totalité du chalet. Et là, la totalité du chalet, c'est 4 fois l'espace de vie. 4 espaces, 4 étages. Je suis aidé par Philippe Cara-Agop, qui est avec une collègue à lui. Et moi-même, j'ai amené une assistante qui vient de commencer, et qui est là depuis quelques mois, plus de 2 mois, je crois, et qui va m'accompagner parce qu'on sait que le chalet est grand. C'est au-delà du grand. C'est énorme. C'est 4 étages. Il m'a fallu 3 jours pour traiter la totalité du chalet. Le chalet est tortueux. Philippe Esperanza travaille avec son équipe méthodiquement. Pulvériser le Blue Star, photographier le sang, prélever le sang pour les analyses, stocker les prélèvements, recommencer.
Un étage le marque particulièrement. L'étage intermédiaire entre l'immense garage et la pièce de vie avec le salon et la cuisine. Et on est face à l'escalier qui mène à l'étage de vie. Et sur le mur qui est à ma droite, il y a toute une série de traces de sang qui me permet de dire que là, il y a une percussion. Des traces visibles, hein. Des traces visibles, et là, il y a une percussion. On a frappé une personne qui était à faible hauteur. On n'a pas heurté le mur. On a frappé quelqu'un qui était à faible hauteur face à ce mur et donc en bas de l'escalier qui mène à l'étage de vie. Je finis, je continue de progresser. Là, on arrive dans l'escalier qui va vers l'avant et qui retourne. En fin de compte, il y a un palier et ensuite une deuxième partie inversée à la première qui mène à l'étage de vie. Il manque un morceau de la tapisserie sur le palier central. Et là, là, ça devient... Bleu. Tout est bleu. La molécule du Blue Star, le luminol, réagit et toute la cage d'escalier s'éclaire. Du sang, partout, en grande quantité. Les enquêteurs ou les techniciens ont développé l'idée de Versailles quand il y a une réaction importante. Là, on est dans ce cadre-là. Ça réagit, mais il fait jour, tellement c'est important. Les réactions sont énormes dans cet escalier, dont il manque une partie de la tapisserie, mais même là où il manque la tapisserie, en dessous, ça réagit. Ce qui veut dire que la tapisserie qui était là, en était couverte. Donc là, oula, il n'y a aucun lieu de fait qui n'est découvert, parce que je ne vois pas de traces visibles, mais l'importance des réactions chimiques, parce que l'importance, plus la réaction est luminescente, c'est-à-dire plus il y avait de sang. Là, ce n'est pas des faits, c'est un stockage, et les corps ont saigné, et donc on laissait beaucoup de sang à cet endroit-là, qui a disparu parce qu'il était nettoyé, mais qui donc a bien imprégné les supports, et suffisamment imprégné pour dépasser même la tapisserie, et c'est sûrement pour ça qu'elle a été retirée. Elle n'a pas pu être nettoyée, donc elle a été découpée. Et là, ce qui me fera conclure par la suite qu'il y a eu c'est un lieu de stockage de corps. Et arrive maintenant le fameux étage de vie, où là, dans la partie cuisine, petit salon, et jusqu'à devant cet escalier qui est un peu dans la partie salle, j'ai des réactions de partout. J'ai des réactions de partout, et j'ai aussi des traces visibles. J'ai des traces visibles qui permettent de me dire, là, il y a des percussions à tel endroit. J'en trouve au moins 2. Il y a au moins 2 zones de traces visibles qui permettent de dire qu'il y a au moins 2 percussions. 2 coups qui ont été portés à 2 endroits différents, aux 2 opposés de la cuisine à peu près. Un tout proche de l'escalier et un plus proche de l'entrée par lequel j'étais rentré la première fois. Esperanza relève 5 lieux de fait, c'est-à-dire 5 endroits où les traces de sang correspondent à la mort d'une personne. 5 meurtres pour 5 victimes disparues. L'hypothèse de la fuite s'éteint. Surtout qu'en parallèle du travail d'Esperanza, les prélèvements des autres experts sont envoyés à l'IRCGN. Des prélèvements extrêmement nombreux. 367 scellés sont faits dans le chalet. Traces de sang, traces de pas, empreintes digitales, débris dentaires, étuis, des fibres, tout ce qui peut constituer un indice matériel sur une scène de crime. Ne sachant pas, à ce stade-là, si certains indices seront pertinents. Parce que rien ne distingue un indice pertinent d'un indice ou d'une trace qui était là avant l'action criminelle ou qui a pu être déposée après. Les premières constatations qui sont faites, les premiers prélèvements qui sont faits, que ce soit avec les techniciens en identification criminelle, que ce soit avec la révélation des traces de sang avec Esperanza, que ce soit avec notre balisticien qui trouve une douille de 6,35, que ce soit avec notre anthropologue qui, sur les petites traces de verre et de porcelaine qui sont éparpillées au premier étage et qui dit non. Un verre n'a pas été cassé, hein, ou un objet en porcelaine n'a pas été cassé. Ce sont des dents qui ont été éclatées. Et ce sont des dents très petites, très fines, comme des dents de lait. Reste à savoir, c'est qui a pu faire tout ça. Est-ce que c'est effectivement la piste de clients mécontents qui auraient craqué, etc., ou qui auraient fait une expédition punitive, ou c'est autre chose? Le chalet a soigneusement conservé les preuves du drame. Maintenant, il faut reconstituer les faits, remonter la trace jusqu'au coupable. Un profil suspect sort du lot. Et il se trouve que cet homme, Esperanza l'a déjà aperçu avec un policier quelques jours plus tôt, lors de son premier jour de travail dans le petit salon du chalet. Et je me rappelle, à l'époque je fumais, et lors de ma première intervention, j'étais sorti, et pause cigarette on va dire, et on me dit, tiens, regarde en face, le versant opposé,
Oh, j'ai dit, c'est un média qui est là. Il me dit, non, c'est pas un média. On sait qui c'est. Il l'avait déjà repéré depuis un moment. Il m'informait juste pour faire la discussion. Puis il me dit, c'est le voisin. Je dis, comment ça, c'est le voisin? Il dit, tu vois le chalet qui est là? Oui, qui est à jet de cailloux. Il dit, c'est lui. Pourquoi il est en face? Dit naïvement, j'aimerais bien le savoir. Parce qu'il arrivait que ce soit des médias. Mais là, non. Le 5 mai 2003, 23 jours après la disparition des Flactif, le procureur de la République fait un point sur l'enquête lors d'une conférence de presse. Sur les 6 ADN retrouvés dans le chalet, 5 appartiennent aux Flactif. Le dernier est celui d'un homme. On ne connaît ni son âge, ni ses caractéristiques physiques, car le sexe est la seule information que l'IRCGN a le droit, légalement, de retrouver dans l'ADN. Cet ADN inconnu ne correspond à aucun fichier des données nationales qui contiennent alors 15 000 ADN de personnes condamnées ou mises en cause dans de précédentes affaires. Pour tenter de faire correspondre l'ADN inconnu, les gendarmes vont ordonner un prélèvement dans le Grand Bornand et dans l'entourage des Flactif. 120 hommes vont accepter qu'on compare leur ADN. 120 hommes, dont le principal suspect, pour éviter de l'effrayer. En fait, c'est une stratégie des enquêteurs pour semer le doute le temps que les expertises avancent et pour éviter que le suspect se sente acculé et efface des preuves. Dans le premier lot qui devait être fait, il était évident pour les enquêteurs que l'individu qui les surveillait de façon étonnante fasse partie du lot. J'ai souvenir qu'il l'a même évité, il a essayé de l'éviter. Mais à la fin, ça a matché, quoi. Et donc les enquêteurs avaient une fois de plus raison. Enfin, pour moi, les enquêteurs, c'est essentiel à l'enquête. C'est pas nous, les techniciens, c'est les enquêteurs. Donc l'enquêteur avait ça, il a suivi son flair. Et là, nous, on lui a amené l'élément qui lui a permis de... Et du coup, lorsqu'il y a eu les analyses ADN qui sont revenues, le fameux qui regardait était dedans. Donc il allait les intéresser au premier chef. Par la voie de l'ADN, le chalet a parlé. L'homme est identifié, surveillé. La nasse se resserre. Mais ce que Philippe Esperanza ne sait pas encore, c'est qu'il n'en a pas fini avec le Grand Bornand. Il va devoir revenir en Haute-Savoie quelques mois plus tard. Les corps des Flactif doivent encore être retrouvés. Je me rappelle trouver beaucoup de morceaux de bois brûlés, mais bon, bois brûlé en forêt. Oui. Par contre, j'ai tombé sur un morceau de lunette. Une demi-lunette. Il n'y a pas le carreau, mais il y a la monture d'un œil. Et ces lunettes, on les a sur toutes les images, ou l'image qui passe régulièrement de la famille Flactif sur une des filles, une des enfants. Une monture assez épaisse noire. Et j'ai ces lunettes-là. C'était Tuerie du Grand Bornand, les experts qui ont fait parler le chalet, épisode 1, un chalet trop bien rangé. L'épisode 2 est d'ores et déjà disponible sur le site ici.fr, l'application Radio France ou votre plateforme de podcast préférée. À bientôt!